Bonjour à tous, je suis Jacques-François Marchandise, délégué général de la FING. On est accueilli aujourd'hui par Super Public, nos amis de la 27e région, qu'on remercie de nous accueillir. Et nous sommes, n'est-ce pas, le jeudi 12 avril 2018, le jour de notre rencontre contributive de Think Small. Je vais commencer cette matinée commune par vous présenter où est-ce qu'on en est de ce cycle Think Small, en supposant par avance qu'une partie d'entre vous en sont déjà très familiers, sont déjà très immergés dedans, et qu'une autre partie sont en revanche en itinéraire découverte. Et donc on va essayer de faire en sorte que ceux qui connaissent bien le cycle et nous, du côté de l'équipe de la FING, puissent au mieux faire monter à bord ceux qui ne sont pas encore complètement immergés dans notre sujet. Et puis, on va aussi déboucher progressivement vers une forme plus collaborative au fil de la matinée. Alors, je parle devant un micro qui n'amplifie rien du tout, mais qui est destiné à la partie de nos participants qui sont à distance, puisqu'on a eu tout un ensemble de gens qui ont souhaité suivre la matinée à distance, compte tenu à la fois de leur empreinte carbone et du fait que les grèves et les difficultés de transport du moment ne facilitent pas forcément les déplacements. Donc, sachez que c'est une chose sur laquelle on est assez attentif, notamment Think Small nous sert un petit peu d'exercice exploratoire sur les participations à distance, puisque on a déjà organisé plusieurs sessions en webinaire et donc qui sont en ligne, consultables. En général, on a des très bons lives grâce à Omar, que je remercie, qui est à la caméra en ce moment, et on a aussi des très bons différés, c'est-à-dire qu'on essaie de mettre en place des conditions qui permettent de constituer de la ressource sur laquelle on pourra travailler par la suite. Je vous raconte en pas très longtemps le cadre d'ensemble dans lequel on fait question numérique. Je prolonge ensuite sur un petit état des lieux de Think Small, et on focalise ensuite sur ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est-à-dire approfondir ensemble le passage de ce cycle de prospective vers des objets, des résultats qui seront appropriables dans des stratégies, et notamment des stratégies d'organisation. Donc je vais vous passer dans pas très longtemps une petite commande entre guillemets mentale, pour que d'une part on puisse interagir de plus en plus à mesure que la matinée avance, et que d'autre part elle nous donne des éléments, des points de départ pour l'après-midi, pour la partie d'atelier. Sachant que nous savons qu'une partie d'entre vous n'est pas disponible toute la journée, donc on va essayer de caler au mieux l'emploi du temps pour ça. Donc pour ceux qui ont le plus besoin de mise à jour, qu'est-ce que c'est que la FING ? Vous le savez pour beaucoup assez probablement. On est à la fois une équipe de 15 personnes, une association avec un peu plus de 200 adhérents, une organisation qui mobilise un réseau assez copieux de quelques milliers de personnes qui contribuent à nos travaux chaque année, et puis avec tout un ensemble de grands partenaires et de partenaires stratégiques. Donc du côté des grands partenaires, j'ai notamment mentionné ici le groupe La Poste, la Caisse des dépôts, l'ADEME, Orange, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis sur la démarche plus particulièrement, je vais y revenir. Je vous montre extrêmement rapidement, sans vous la commenter, l'image de ce sur quoi la FING travaille en ce moment, c'est-à-dire à la fois des questions liées à la transition écologique. Pour ceux qui n'ont pas vu le livre blanc qu'on a présenté il y a peu, Numérique et environnement, que nous avons coproduit sous la conduite de mon ami Renaud Francou, avec le WWF, l'IDRI, merci Renaud, et
Le club Green IT, et avec la complicité de l'équipe du Conseil national du numérique qui a été assez fortement embarquée dans cette aventure, et donc on a remis le 19 mars à Brune Poirson et Mounir Majoubi, donc sur lequel nous allons continuer, des travaux autour des transformations du travail, des travaux autour de ce qui se joue avec les données, avec notamment les données personnelles et le cycle que nous conduisons sur Mes Infos, des travaux que nous conduisons sur la question de l'ouverture des algorithmes à nos systèmes, ce que nous faisons autour du design de l'attention, donc la captation attentionnelle notamment, et puis tout un ensemble d'efforts que nous portons aussi du côté des problématiques sociales et d'inclusion. Et puis il y a encore pas mal d'autres travaux dont on pourra reparler, mais en tout cas avec une mobilisation sur une partie de ces sujets en ce moment, dans une approche du numérique qui est une approche qui essaie de garder sa complexité, c'est-à-dire de n'être ni seulement sur des volets techno, ni seulement sur des volets économiques, sans les ignorer pour autant, mais d'essayer de focaliser aussi sur toutes les questions politiques et sociales du numérique, sur les dispositifs sociotechniques, donc les façons dont nous tressons ensemble du social, du technique et de l'économique dans nos approches du numérique, et puis les façons dont les usages et pratiques, voire la culture numérique, sont en train de faire bouger la donne et agissent de façon un peu imprévue par rapport à ce que nous pouvons concevoir. Donc tout ça dans un contexte où on a besoin de faire de la prospective, tout simplement parce que la conception des systèmes, les façons dont les usages se déroulent sont sur fond de grands changements du monde et de changements dont le numérique n'est pas très souvent la cause. Nos travaux précédents, le cycle sur les transitions, ont pas mal montré le fait que quand il s'agit des transformations du travail, quand il s'agit des mutations de l'action publique, quand on se demande ce qui bouge sur le territoire, il y a quelques autres facteurs qui ont fait bouger les choses avant, autrement et indépendamment du numérique, et qu'en revanche le numérique propose un ensemble de leviers qui font bouger ces choses-là. Vous connaissez pour beaucoup déjà nos postures qui consistent à dire le numérique, on n'est pas sûr que ça soit une révolution, et si oui, c'est une révolution vraiment lente. C'est plutôt un ensemble de transitions qui n'ont pas encore fait bouger les grands systèmes, même si c'est en cours. C'est souvent pas totalement technologique, notamment beaucoup de bases technologiques, et puis à côté de ça, avec des leviers qui peuvent aller dans des sens qui ne sont pas toujours convergents, qui sont pas toujours, voilà, on ne peut pas juste dire c'est la disruption, on peut considérer que des phénomènes de disruption peuvent aller dans des sens opposés les uns aux autres, et on peut considérer que d'autres phénomènes que la disruption viennent en cause. Et donc qu'est-ce qu'on fait à la FING quand on fait de la prospective ? Initialement, on n'osait pas, hein, on se disait oulala, prospectif c'est un bien grand mot, et puis numérique, oulala, ça change tellement vite. Je viens de vous raconter le contraire, ça ne change pas si vite. Et oui, peut-être qu'à un moment donné, nous avons l'usage du long terme pour travailler sur ce que nous faisons demain matin. Nous avons l'usage de prendre des décisions d'investissement, de formation, de ressources humaines, de tout un ensemble de choses, quand il s'agit d'agir sur des choses qui vont avoir de l'impact pendant très longtemps, et donc en prenant en compte non seulement ce que nous savons du numérique d'aujourd'hui, donc d'hier, mais ce que nous pouvons pressentir, notamment des incertitudes du numérique de demain. À quoi sert la prospective? Ça sert notamment à apprivoiser ces incertitudes, ça sert aussi à trouver des marges de manœuvre. Aujourd'hui, on est confronté quand même à un champ numérique qui résonne beaucoup autour des buzzwords de la semaine dernière et des certitudes de gourous. Donc, nous, à la FIG, on ne viendra pas donner des leçons là-dessus, on viendra surtout dire à quels endroits il y a de l'incertitude et essayer de se demander aussi comment les incertitudes peuvent être une bonne nouvelle.
Vous le savez, quand on aborde à la FING la prospective, on est très multithématique. Autrement dit, on est mauvais en tout, sauf quand on travaille avec des gens qui eux-mêmes sont bons et avec qui on arrive à construire des choses. Moi, j'ai l'habitude de dire que la FING ressemble à ce que Michel Callon raconte comme étant un forum hybride dans Agir dans un monde incertain. Et donc, une façon de faire de la recherche à ciel ouvert et de la recherche en porosité entre des acteurs de la recherche académique, des associatifs, des professionnels et quelques autres, donc des spécialistes et non spécialistes. Et on sait qu'on a une grande difficulté qu'on mobilise beaucoup dans Questions numériques, qui est le fait que les champs de spécialité des différents thèmes qu'on traite sont tellement élevés qu'on a toujours du mal à trouver un langage commun. Donc on a recours au design, on a recours à d'autres formes de traduction notamment, et puis au fait de se méfier de nos néologismes. Et puis, on aura besoin, et Think Small fait partie de ces tentatives-là, de travailler autour des formes, de se dire, au fond, quand on parle du petit et du grand, on est aussi en train de projeter des formes mentales devant nous qui nous aident à décloisonner tout un ensemble de champs. Et il se trouve que Question numérique, c'est, à l'intérieur de ce paysage-là, nos figures libres. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un processus annuel de prospective créative et collective, dont l'intention de départ est de dire quelles sont les questions numériques qui marqueront les années à venir, et de se le dire ensemble. Donc si on vous fait venir dans ces exercices-là, c'est pour que vous nous partagiez aussi votre approche de ce qui pour vous va faire question demain, ce que vous sentez comme émergence dans les contextes dans lesquels vous êtes, et ce qu'on ne peut pas ignorer. N'hésitez pas donc à profiter de ces moments collectifs pour nous les partager, pour nous dire, bah, moi, de mon point de vue, voilà ce qui se passe, et utiliser ces moments collectifs pour en discuter. Qu'est-ce qu'on essaie de produire dans des exercices comme celui-ci, dans des journées comme aujourd'hui? J'allais dire, c'est des décalages. On a, dans le premier cycle de Think Small, par exemple, et dans les années précédentes, couramment raconté des scénarios. On sort parfois des tendances. Mais le sujet, c'est surtout les marges de manœuvre. C'est surtout de se dire, nous sommes dans un contexte où le numérique se raconte sous la forme d'un fatalisme, d'un déterminisme qui n'est pas très intéressant. Impact du numérique sur le travail, sur les organisations, sur le territoire, sur l'administration, etc. Le fait de travailler sur la prospective, le fait de trouver ces décalages, permet de dire à quel moment est-ce que nous aurions un impact sur le numérique? À quel moment est-ce que nous trouverions les sujets qui ne sont pas encore tout à fait verrouillés, qui ne sont pas entièrement bloqués, où on n'a pas besoin d'obéir aux machines ou aux dispositifs les plus puissants, pour au contraire se demander ce que nous voulons avec le numérique. Pour le faire, on a besoin que ça discute. On a besoin de se dire, ces approches pas habituelles, donc tout le monde est un peu débutant constamment, donc ça fait 18 ans un peu qu'on fait la FING, mais on considère qu'on est toujours en début de cycle sur un ensemble de sujets et qu'on a besoin de vous. Un cycle question numérique, c'est 200 à 300 participants en diversité d'appartenance, avec des formes en ligne et des formes présentielles comme aujourd'hui. Et ce qu'on essaie de produire dans une journée comme aujourd'hui, c'est vraiment des questionnements et des intuitions qui vont nourrir nos prochains thèmes de travail communs. Donc n'hésitez pas à utiliser cette journée pour reformuler des questions d'acteurs, des questions stratégiques, pour faire aboutir des questions de société, pour faire aboutir des questions de recherche. On en tirera parti dans les décisions qu'on prendra en 2019 ou 2020 sur nos thèmes de travail futurs. Plusieurs de nos sujets d'aujourd'hui ont été inspirés par les cycles questions numériques précédents. Puis l'autre chose qu'on essaie de faire, c'est que Think Small produise des outils de pensée. Un des meilleurs exemples que je peux avoir là-dedans, c'est par exemple le jeu des transitions
qu'on avait fait dans notre cycle transition en 2015 et qui aujourd'hui a des usages en contexte pédagogique, a des usages en contexte d'entreprise pour aider les gens à penser des modes de mutation. On pense que Think Small peut aussi produire ce type d'outil de pensée pour la suite. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui avec Think Small, une fois que je vous aurai raconté ce qu'il y a dedans, et c'est là que je vais commencer à passer ma petite commande. On a eu un premier cycle qui a raconté des horizons de prospective et que je vais vous détailler un petit peu pour que vous puissiez avoir prise dessus. On voudrait aujourd'hui, puisqu'on va se mettre en position de production dans les 2 mois qui viennent sur la base de nos travaux d'aujourd'hui et de ce qui a précédé, on voudrait aujourd'hui se demander dans quelle situation l'intention Think Small, l'intention qui consiste à se dire qu'est-ce que c'est que la puissance transformatrice de la petite échelle est quelque chose de pertinent à convoquer. Donc on voudrait vous demander de réfléchir au fil de cette matinée à des sujets, à des situations, à des contextes professionnels, citoyens, territoriaux, d'entreprises, dans lesquels, pour vous, vous entrevoyez un potentiel autour des objets qu'on va vous mettre sous les yeux avec Think Small, les premières conclusions que nous avons, les premiers sujets, et qu'ensuite on utilise vos points de départ pour faire avancer la réflexion. Pour certains d'entre vous, vous avez des apports, j'allais dire, par vos propres situations, vos propres missions. Pour d'autres, vous en avez par vos expertises métiers, hein, ceux d'entre vous qui ont l'habitude de conseiller des stratégies de grands acteurs, j'en connais dans la salle, ceux d'entre vous qui ont l'habitude de conduire des démarches de transformation, ceux d'entre vous, on va être rejoints par des gens qui vont travailler sur le design des organisations également. Donc tout ça va nous intéresser, donc surtout choisissez des sujets qui vous importent pour les partager en fin de matinée. On vous a affiché, pour vous allécher bien sûr, une thématique autour des organisations. Pourquoi ? Parce que en fait, elle est très transversale. Un territoire, c'est une organisation, une administration, c'est une organisation, les champs pédagogiques, par exemple, sont des organisations, etc. Et donc, il se trouve que ça fait partie des champs sur lesquels les modèles sont les plus en mutation et les plus à réinventer. Donc on va se demander comment Think Small nous aide à raconter des mutations organisationnelles pour les petits acteurs, pour les grands acteurs, pour les gens qui pensent les écosystèmes. Je vous fais une ultra rapide rétrospective de ce qu'on a fait juste avant dans Questions numériques pour être ensuite plus précis sur Think Small. Pour ceux qui les ont vécus, les premières éditions nous ont permis de travailler sur des tensions du numérique, verticale, horizontale, ordre, désordre, agir, subir, possession, usage, et en considérant qu'à chaque fois, nous avons un numérique complètement ambivalent, qui va se situer à cheval entre voilà, du plus local, mieux outillé, du plus mondial, du plus contrôlé ou du plus libre. Et on va cette édition fondatrice, j'allais dire, sur les tensions, a donné des choses qu'on utilise toujours. On a ensuite essayé de travailler, tous ces travaux-là sont en ligne, hein, pour ceux qui ne les connaissent pas, sur les ruptures. On avait inventé une vingtaine de petites histoires de rupture qui consistait à dire qu'est-ce qui se passe si demain le numérique produit des choses, se situe dans des contextes pas du tout comme prévu. Alors, pour le mieux, pour le moins bien, des situations de crise grave ou des situations de potentiel qui se révèlent. Est-ce qu'on peut avoir une industrie de proximité? Est-ce qu'on peut avoir comment on invente des choses après la chute des réseaux, etc. On a l'année suivante travaillé sur les promesses du numérique et donc les promesses très copieuses
qu'on peut trouver dans la littérature, qu'on peut trouver dans la bouche des visionnaires du numérique, des politiques, des grands entrepreneurs de la chose, etc., qui sont pour la plupart intenables, mais qui restent très stimulantes en se demandant comment est-ce qu'on peut les tenir. Et puis on avait fait cette édition qui a beaucoup prospéré sur les controverses du numérique, avec un controversarium de 66 sujets sur lesquels il y avait matière à s'empailler. On aurait sans doute une vingtaine d'autres sujets à rajouter aujourd'hui et qu'on avait ensuite porté en prospective. Et puis on a engagé ensuite avec le cahier d'enjeux sur les transitions qui continue d'avoir un assez bon succès, une approche qui dit mais les promesses nous ont montré qu'il n'y avait pas de changement systémique pour l'instant avec le numérique, que plein de choses avaient changé à la base, mais pas grand-chose au sommet. À quand les bascules systémiques? Non pas que nous les souhaitions, mais que si elles se préfigurent, il faut quand même s'en occuper un peu. Donc on a travaillé sur quelques systèmes en transition et ça nous a amené à construire l'année d'après transition au carré, donc les sujets transition écologique et numérique, en disant ben voilà un sujet sur lequel le numérique ne peut pas juste soutenir le modèle de croissance fondé sur le PIB dans lequel nous vivons aujourd'hui, mais doit aussi anticiper des choses qu'on tient pour certaines dans l'avenir, c'est-à-dire des enjeux planétaires de la transition écologique. Et c'est dans le prolongement de ça qu'on a engagé une autre façon de traiter des transitions, qui est ce cycle Think Small, qui dit, dans un numérique qui raconte du toujours plus grand, est-ce que nous saurions avoir un récit un petit peu dissonant et prendre au sérieux la puissance transformatrice de la petite échelle. Quand je dis puissance transformatrice, ça ne veut pas dire que le petit est gentil, ça ne veut même pas dire qu'il est souhaitable, ça veut dire que dans certains cas, il est performant, dans certains cas il est agissant, dans certains cas c'est la bonne façon de s'y prendre, dans certains cas c'est la bonne ruse par rapport à des grands systèmes qui s'en sortent pas très bien, parfois il est désirable, et donc regardons ces endroits-là. On l'a fait avec tout un ensemble d'acteurs qui se posaient la question pour des raisons assez variées. On peut supposer que nos amis de l'ADEME, dont certains sont actuellement à distance depuis quelques points de France, sont aussi intéressés par un Think Small qui raconte des approches potentiellement plus frugales. On sait que nos amis de la Fonda peuvent raconter, qui ont malheureusement leur assemblée générale aujourd'hui et qui travaillent sur la vie associative, racontent une limite d'un modèle des très grandes organisations associatives avec X échelles entre le local, le départemental, le national, etc. Du côté des grandes assos, des partis, des syndicats ou autres. On sait que les acteurs territoriaux, nos amis du commissariat général à l'égalité des territoires, sont montés dans la barque en se demandant quelle place il y avait pour les petits territoires aujourd'hui, mais aussi comment articuler des logiques d'initiatives locales avec des politiques nationales. Comment est-ce que, en pensant local et en pensant la fertilité de l'innovation locale, on arrive à réfléchir à des choses qui changent la donne à échelle nationale. Et ils ont conduit, notamment avec le SGMAP, des travaux assez construits et qui sont en ligne sur la question du passage à l'échelle des innovations. Et une des choses que nous essayons de porter dans Think Small, c'est le fait qu'il y a peut-être d'autres modèles que le passage à l'échelle, le scale-up, qui passerait par le fait de grossir, mais qu'il y a peut-être d'autres façons d'atteindre une échelle plus large que de devenir plus gros. Et puis nos amis de l'Université de Paris-Nanterre, nous avons fait ensemble en fin 2017 une rencontre Innover autrement, où il s'agissait là encore de travailler sur les modèles d'innovation et des formes d'innovation qui étaient alternatives à un modèle de start-up qui devient licorne, si je le résume de façon très très hâtive. Donc dans ce que nous faisons, il s'agit
d'aborder autrement les transitions numériques en disant, bah voilà, une partie de ce qu'a fait la numérisation, c'est que elle a mis le monde dans notre poche, elle permet à des projets de franchir rapidement des échelles et parfois des réponses décentralisées mais articulées sont mieux adaptées que de vouloir faire le grand soir et des mutations extrêmement ambitieuses. On voit la fragilité à certains moments, par exemple des très grands projets. Il y a tous les jours, malheureusement, j'allais dire pour le contribuable et pour les porteurs de ces projets qui sont souvent très intelligents, il y a eu tout un échec de très grands projets informatiques de l'État au fil des 15 dernières années. Et donc il y a peut-être d'autres façons de conduire certains projets. Et donc, dans un contexte où, en même temps, on nous raconte licorne, on nous raconte big data, on nous raconte un numérique qui souvent sert à s'affranchir de la mesure, sert à aller toujours plus loin, toujours plus fort, et avec notamment des paradigmes de croissance comme la loi de Moore, qui consiste à dire on va pouvoir faire du toujours plus puissant avec nos machines. Les logiques du très haut débit qui consistent à dire nous aurons un numérique qui en fera toujours plus. Les logiques de recentralisation du numérique que nous connaissons avec une grande partie du cloud par exemple. Donc ça veut dire que les questions des architectures techniques se posent assez constamment. Comment est-ce qu'on a traité ce sujet-là? Vous avez pu prendre connaissance, pour la plupart d'entre vous, du cahier d'enjeux que nous avons publié en version 1. Donc, on a souhaité publier une production d'étapes pour pouvoir continuer. Et on a aussi considéré qu'on n'était pas au bout du compte. Et donc, ce qu'on a fait dans cette première édition, c'est, entre autres choses, qu'on est allé regarder du côté des imaginaires. On a conduit un travail collectif, notamment avec la complicité de Hélène Janin chez Orange qui est dans la salle, avec le concours de Sophie Coiffier qui a travaillé sur les dimensions plus esthétiques de la recherche. Et les uns et les autres, nous sommes allés rechercher du côté du cinéma, du côté des bestiaires, du côté de la littérature et des contes de fées, et encore de pas mal d'univers pour raconter ces dimensions-là et regarder comment de David et Goliath à Gulliver à Lilliput ou au modèle insulaire par exemple ou au modèle qui rétrécissent, etc. Nous arrivions à comprendre tout un ensemble de choses de la petite échelle. On a ensuite essayé de qualifier tout un ensemble de dynamiques de transformation de la petite échelle avec ce curieux tableau périodique des éléments qui nous sert beaucoup et qui est souvent assez inspirant dans des exercices où, pour ceux qui ne le connaissent pas bien, le troisième en partant de la droite qui s'appelle grandir est sans doute celui des schémas qui est le plus habituellement utilisé. Mais ça n'est que un parmi les 29 que nous avons proposés et les 5 ou 6 que vous nous avez proposés depuis qu'on avait fait ce travail collectif, le fait d'arriver à réseauter, le fait d'arriver à s'autosuffire, le fait d'arriver à polliniser ou à se fragmenter étaient d'autres des dynamiques qui ont été notamment très, très actionnées. On s'est beaucoup focalisé sur la qualification de questions d'acteurs. Donc on en avait qualifié quelques-unes au départ et les ateliers contributifs nous ont permis d'en recueillir. On en a publié certaines dans la première version du cahier d'enjeux et il peut se trouver qu'aujourd'hui vous nous mentionniez d'autres questions d'acteurs que nous n'avions pas vues. Tout simplement, mais celle qui nous paraissait très marquante, c'était, pour le faire très vite, des questions de très grands acteurs qui
se sentent pas très à l'aise dans un monde très mobile et très incertain. Donc ça peut être l'État, ça peut être les très grandes organisations, celles de très petits acteurs qui doutent un petit peu de la sincérité des acteurs qui leur promettent des écosystèmes, puisqu'ils ont l'impression que leur sort va être d'abord de se faire gober par les grands ou de mourir. Les startups meurent. Sauf quand elles arrivent à trouver leur débouché, mais elles sont avant tout une prise de risque de petits acteurs reposant sur les personnes, donc quelque chose qui ne construit pas justement de l'écosystème. Et puis voilà, des recherches liées à comment est-ce qu'on fait avec la complexité d'un monde qui a oublié la mesure, comment est-ce qu'on fait avec le plafond de verre, comment est-ce qu'on réussit la décentralisation, etc. On les a caractérisés, hein, vous les trouvez pour celles qu'on a synthétisées dans le cahier d'enjeux. Et sur cette base-là, nous avions fait, donc en utilisant toute ce matériau de départ, hein, imaginaire, dynamique, question d'acteurs, on avait déroulé ensemble un ensemble d'ateliers qui permettaient d'avoir des micro-histoires prospectives autour de la petite échelle. Donc, vous avez sans doute, pour ceux qui y ont contribué, reconnu dans la production de la première saison des choses auxquelles vous aviez contribué, où à chaque fois il y avait un début d'histoire que nous avons prolongé ensemble, où nous avons essayé de raconter, par exemple sur les exemples que je vous ai montrés, un cloud personnel qui prendrait le place sur un cloud tout court, ou une ville dont le centre est partout et la circonférence nulle part, la ville diffuse, ou la plus petite université du monde, ou encore quelques autres. On avait prolongé ensemble ces débuts d'histoire. Ça nous avait beaucoup aidé à raconter à chaque fois le rôle du numérique, le potentiel et les limites du small, les contre-modèles qu'on pouvait avoir, et puis à pointer quelques inspirations. Alors, voilà où nous en sommes arrivés, et donc je vais vous maintenant, pour conclure ce long monologue et passer à une phase d'échange en vous priant de vous souvenir de ma commande de tout à l'heure, c'est-à-dire mettez en perspective ce que je vous dis avec des choses qui vous concernent directement, des contextes dont vous avez connaissance, des sujets sur lesquels vous pensez que ça serait pertinent, utile, judicieux, nécessaire, ou d'autres au contraire où c'est hors jeu, hein, ça nous intéresse aussi. Comment est-ce qu'on va se raconter Think Small en action? Donc je vais vous présenter 5 planches, on en aura tout à l'heure quand on sera en atelier des versions imprimées qui nous permettront cognitivement de ne pas être tout à fait égarés dans ce paysage-là. C'est une simplification de la partie 4 du cahier d'enjeux. Et voilà, c'est plus un matériau de base très imparfait, mais très synthétique pour vous dire où est-ce qu'on en est. Première planche, c'est qu'est-ce que nous avons appris dans Think Small du côté d'attributs de la petite échelle. Donc ici, on en a énoncé 6. Il y en a peut-être 12, il y en a peut-être 4, c'est peut-être les mêmes, peu importe. Par commodité, il s'agit de se dire, voilà, ils sont, je crois, explicites, mais il s'agit de se dire, pour beaucoup, et on le trouve aussi dans l'imaginaire, ce qui va être petit va souvent être plus souple, plus agile, plus réactif, plus mobile, plus reconfigurable. C'est notamment ce qui va se jouer quand des petites entreprises ou quand des individus ou quand etc. sont porteurs de projets, d'initiatives ou de dynamiques par rapport à une grande organisation qui va souvent être beaucoup plus lourde à bouger, à avoir souvent, voilà, comment est-ce que le paquebot met du temps à tourner, alors que si vous êtes sur le petit voilier, ça va un peu mieux se passer, par exemple. Adaptabilité, c'est un peu une autre histoire, c'est presque la même, mais c'est une autre, c'est comment est-ce qu'à un moment donné, en réduisant la taille des problèmes, en filtrant par exemple, en personnalisant et en faisant autre chose que la massification, on arrive à avoir des formes adaptatives. Une partie de ce qui va se jouer avec des dispositifs, des smart quelque chose, ça va être de réduire l'échelle, de réduire la maille du mouvement, notamment parce qu'on va arriver à faire de l'adaptatif.
Simplicité, là j'allais dire on est davantage dans un registre qui va dire faisons cognitivement accessible, faisons plus compréhensible, et notamment les problèmes, les projets, les groupes humains, etc. Comment est-ce qu'on arrive à faire plus simple, avec la difficulté qui est que quand j'essaie moi-même de faire simple, je suis quand même confronté à un monde extérieur qui est complexe. Donc c'est un écueil qu'on a devant nous. La résilience, le fait de se dire, en fait, l'exemple qu'on donne dans le cahier d'enjeux, c'est l'hypothèse too big to fail qu'on a connue du côté de la crise financière, ou précédemment d'autres bulles qui ont pu dégonfler. L'hypothèse que les très grands acteurs seraient très solides est constamment démentie par l'idée du colosse au pied d'argile, en fait, tout simplement, alors qu'à certains moments, un ensemble de petits acteurs vont arriver à se recomposer, vont arriver à s'en sortir de situations complexes, et donc potentiellement il y aurait un facteur de résilience qui est aussi la résilience des réseaux, au fond, que l'architecture même de l'Internet a raconté, une façon très décentralisée de raconter les réseaux, rendait ARPANET très complexe à démanteler par rapport à une logique de très gros réseaux qui auraient câblé, on va dire, les deux côtés du nord de l'Atlantique en période de guerre froide. Il y a une histoire à tout ça. Originalité, créativité, il se trouve qu'à chaque fois qu'on veut faire des démarches un peu mobiles, un peu innovantes, un peu créatives, et ben on monte des petites équipes, on monte des environnements de proximité. Là aussi, c'est pas exactement récent, c'est-à-dire que pour ma part, comme je suis un retraité de l'édition depuis quelques années, on sait très bien que c'est les petites maisons d'édition qui sont les viviers, qui sont les pépinières, de la même façon que ce sont les petits producteurs qui produisent les gisements pour l'audiovisuel, etc. Dans tous les champs de la création, on connaît cette histoire-là, on sait qu'il y a le moment qui pétille. C'est le moment où on est petit, et on oublie souvent que par exemple, c'est pas Google qui a inventé Google Docs et Google Maps, hein, ça s'appelait Keyhole, ça s'appelait Writely, et c'était des petites entreprises qui avaient fait ça, et puis à part ça, Google a commencé petit. Et puis la question de la proximité. La taille humaine, la confiance, les liens forts, les microfinancements, etc. Et la question des équipes à taille humaine qui nous est souvent racontée dans les entreprises et les organisations. Tous les gens qui disent, en fait, au-delà de 20 personnes, j'y arrive pas. Donc, y compris dans des entreprises de plusieurs milliers de personnes, on nous dit, arrivons à construire des micro-équipes qui se connaissent et qui sont proches. Et puis la question de la proximité, évidemment, à échelle territoriale, considérée comme un espace de lien fort et un espace de confiance. Donc les attributs, vous allez retrouver ça dans les 4 autres planches que je vais vous montrer, parce que au fond, ils vont les traverser. Autre sujet, c'est de se dire... Bon, tout ça, il n'y a pas tellement de numérique dedans. Hein. Allez, on en a quand même un peu. Ce qu'amène le numérique, ça va être très souvent la portativité. Je vais pouvoir penser petit, je vais parfois pouvoir me dire, je me déplace avec une tablette quand je suis travailleur social pour aller voir les gens, au lieu d'avoir à concevoir une maison de quelque chose, je vais arriver à avoir la bibliothèque dans ma poche, je vais arriver à avoir des configurations ultra légères et des usages évolutifs. Ça, c'est une des choses qu'on peut qualifier. La deuxième chose qu'on peut qualifier aussi, c'est le multiscalaire. Le modèle même, en plein cœur de l'économie numérique aujourd'hui, qui est le modèle de la plateforme, donc qui est un modèle dit biface, sert, et on peut avoir des très grosses plateformes, certes, mais qui articulent éventuellement beaucoup de petits innovateurs avec beaucoup de petits usagers. Donc on va trouver un numérique qui fait ça, et puis on va aussi trouver des cartographies qui nous permettent de zoomer et de dézoomer. Si on essaie de préciser, on a pu le faire notamment dans le webinaire qu'on a fait sur les questions de territoire
avec Michel Lussot et Nadine Catan, qui nous disent en fait leur sujet était autour des métropoles et autour de la question de l'urbain et de la question des petits territoires. Derrière cette approche-là, Catan et Lussot nous disent, en tant que géographes, on surestime le fait métropolitain. Le fait le plus marquant n'est pas la taille de l'agglomération. Le fait le plus marquant, c'est la connectivité, c'est les liens. Et donc, en fait, on peut avoir des lieux et des espaces qui sont petits, mais quand ils sont dans des flux, quand ils sont dans une connectivité forte, que ça soit une connectivité économique, logistique, de connaissances, etc., de services, ça peut se passer quand même vraiment très bien. Et donc, en revanche, on peut avoir des territoires extrêmement denses, à connectivité très mauvaise, qu'on va souvent retrouver dans du périurbain, ce qu'on va souvent retrouver, ce qui est au fond l'enjeu, je le dis un peu rapidement, et parce ça ne sortira pas de l'internet, mais c'est un peu l'enjeu de territoires comme Clichy-Montfermeil, qui sont au fond kilométriquement proches de Paris, mais extrêmement mal desservis par les réseaux. C'est un enjeu qui va se jouer de façon donc très différenciée, par exemple sur les territoires ruraux et enclavés, dont certains sont particulièrement bien connectés et d'autres particulièrement mal connectés. Donc hyperscalaire, acentré, modèle que nous connaissons bien dans le numérique. Le fait que non seulement l'Internet lui-même des débuts, mais aussi au fond le peer-to-peer de la musique, etc., est produit des modalités assez puissantes de décentralisation. Le fait que le pair à pair va faciliter les coopérations. Capacitant, au fond, l'histoire du numérique qui nous intéresse à la FING, c'est un numérique qui n'est pas juste de la technologie, mais de la technologie entre les mains de beaucoup d'acteurs, qui fait que un individu, un petit groupe va disposer de leviers très puissants pour faire des choses qu'il n'aurait tout simplement pas pu faire avant. On est en train de conclure en ce moment un projet de recherche Capacity, dont l'équipe de recherche de Télécom Bretagne qui travaille avec nous sur la dimension innovation nous dit l'étude qu'on fait dit que les innovateurs en face de nous n'auraient tout simplement pas pu monter leur projet dans un monde où il n'y aurait pas eu le numérique. On est donc avec cette dimension, qu'il s'agisse d'entreprendre, de publier, de contester, etc. C'est plus facile d'être petit aujourd'hui que ça ne l'aurait été dans un monde avec moins de numérique. Et puis la question de l'interopérabilité, une partie de ce qui se joue là-dedans, c'est que c'est les combinatoires. Hein, c'est le fait de pouvoir articuler des dispositifs entre eux, et donc de pouvoir non seulement faire des hyperliens, mais faire des articulations, le fait que vous ou moi, nous puissions nous servir de briques logicielles, nous puissions utiliser des normes et des standards, nous puissions combiner des contenus, du logiciel, des services, ou des services et des lieux, par exemple. Travaux Calafing qu'on a conduits dans Softplace, par exemple. Dans les deux planches suivantes, je vais prendre un point de vue qu'on a détaillé dans notre cahier d'enjeux, qui est celui depuis les petits acteurs, et puis un autre depuis les grands acteurs. Donc ça peut faire écho aux 12 sujets que chacun d'entre vous a déjà mitonnés dans sa tête en disant on veut travailler dessus. Quand on essaie de prendre la question de ce que donne CXMall pour des petits acteurs, je caricature en disant pas besoin de grandir pour être fort. Et donc, par les réseaux et les coopérations, par la mutualisation, par des effets de multitude, par agir local, par réplication. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier? Oui, il n'y en a que 5 en fait. Donc vous allez juste oublier celui qui s'appelle Intable, qui est tout simplement... il n'y en a que 5. Voilà, ce qui au fond m'arrange bien, parce que je n'essaie pas du tout de promouvoir un modèle à 6 cases dans la vie. Non, c'est absolument pas l'esprit de la maison. Voilà, il n'y a pas de chiffre magique derrière. Donc c'est juste un copier-coller de la planche précédente. Voilà. Et donc vous voyez, si j'essaie pas de différencier ce qui est de l'ordre
des réseaux et de la coopération, où on est plus en train de se dire comment est-ce que des communautés, des réseaux de métiers, des collectifs, des articulations peuvent se faire. Quand on est du côté de la multitude, même si je suis jamais entièrement à l'aise avec tous les usages de ce terme multitude, il s'agit davantage de parler des individus et des façons qu'ils ont de faire masse. Comme disait un des fondateurs du Crédit Lyonnais au XIXe siècle, Monsieur Tout-le-Monde est plus riche que Monsieur de Rothschild, puisqu'ils sont plus nombreux, tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle on a inventé la banque de détail, alors que les premières banques n'étaient pas du tout construites de cette façon-là. La question agir local est quelque chose que nous avons beaucoup vu, en dehors du fait que nous avons publié un kit agir local nous-mêmes. On a beaucoup vu ça du côté de développement endogène, d'approche d'économie circulaire, sur lesquelles on a travaillé notamment avec l'ADEME. Réplication, un des exemples que nous avons dans nos registres et qu'on avait fait venir à la rencontre à Nanterre, c'était l'exemple de nos amis de My Human Kit, Hugo Bain et Nicolas Huchet, qui ont développé ce Fab Lab dédié au handicap et qui en fait nous disent bon bah voilà, notre équipe est prévue pour varier entre 4 et 10 personnes, elle ne souhaite pas du tout aller plus loin, alors même qu'on pense qu'on a construit un modèle assez puissant et qui nous est demandé et qu'on échange tous les jours avec la planète entière. Mais il se trouve que ça nous paraît beaucoup plus intéressant d'essaimer, c'est-à-dire d'aider d'autres gens à faire la même chose que nous ailleurs, plutôt que de faire grandir notre propre structure. Donc quand je dis pas besoin de grandir pour être fort, on a un peu en tête cette histoire-là assez efficace d'un champ considérable comme celui des personnes en situation de handicap et des aides techniques qu'ils peuvent convoquer pour eux-mêmes, qui est un champ qui par ailleurs pèse quand même quelques milliards si on regarde sur quelques années ce que ça va coûter, et qui est un champ dont les gens sont plutôt expropriés puisqu'ils achètent des prothèses moches et pas chères et des fauteuils un peu stigmatisants, et donc à l'intérieur de ça ils sont en train de travailler autour de non seulement prothèses sur mesure faites avec les gens, aide technique pour des personnes tétraplégiques essayant de comprendre comment se déplacer, fauteuil de sport ou autres aides pour les personnes déficientes visuelles ou autres. Et je pense que voilà, ils essaient de construire du modèle réplicable plutôt que de construire de la grande organisation. C'est pas le seul exemple, mais voilà, ils ont concrètement agi sur nos champs. Et puis évidemment, une des grandes forces du numérique, c'est de permettre des mutualisations. Une des grandes forces du numérique, c'est de permettre que des micro-initiatives aillent partager des moyens, que tout un ensemble d'acteurs soient sur les mêmes socles techniques, que les compétences se partagent également. Et voilà. Les grands acteurs, est-ce qu'ils ont... puisqu'une fois que nous aurons gagné ce combat d'influence qui consiste à dire faites attention à la petite échelle, est-ce qu'ils ont besoin de rapetisser? Ils ne vont pas y arriver. Je pense que ça fait partie des sujets sur lesquels, quand on vend de la disruption à des très grandes entreprises, on leur vend quelque chose qui n'est possible que de façon un peu fragile. Ils ne vont pas arriver quand même à construire des modèles de long terme complètement disruptifs sur des entreprises de 100 000 personnes. Un peu compliqué quand même. Mais en revanche, voilà, petites équipes, logique d'écosystème, ça fait partie des sujets qu'on voit. Alors, petites équipes, c'est des approches RH qu'on voit de plus en plus souvent, qui consistent à raconter des échelles de responsabilité et en appui sur de l'expertise partagée. Écosystème, c'est comment est-ce qu'on crée des conditions qui en fait baissent les barrières pour des petits acteurs et permettent d'articuler les petits acteurs avec les grands. J'ai pris l'exemple du small business, j'ai pris l'exemple de tout un ensemble de démarches qui sont construites dans pas mal de pays et encore pas beaucoup en France quand même s'il y a des acteurs qui l'ont fait, pour que dans les marchés publics ou dans les commandes de grandes entreprises, on soit attentif
à faire la place à des petits acteurs. Je vous prends cet exemple-là parce que c'est tout simplement le fait d'avoir cette réflexion. C'était le GIPI Bourgogne qui s'était posé la question de savoir comment faire pour que sur les commandes alimentaires des acteurs publics, on ne soit pas forcément contraint de passer par des très gros fournisseurs parce qu'on passait des lots qui couvraient une année entière. En fait, il suffisait, entre guillemets, de penser à découper les lots pour que des petits producteurs locaux puissent y répondre. C'est un peu de la même façon que l'équipe de Patrick Bouchain à Boulogne-sur-Mer avec Sophie Ricard qui a fait la permanence architecturale, a essayé de construire par rapport à un modèle de rénovation urbaine fondé sur la démolition, financement en rue, etc., un modèle de réappropriation par les habitants eux-mêmes. Qu'est-ce qui se joue dans ce type de cas ? Il se joue le fait de tout simplement permettre que les formes de la commande, les formes du financement soient fléchées jusqu'aux artisans locaux, jusqu'aux gens eux-mêmes et à l'appropriation du matériel. On verra dans la suite de Think Small que ce type de questionnement va nous aider pour penser à des questions comme l'interaction entre l'autorénovation et la transition énergétique. Donc c'est des sujets sur lesquels on viendra encore par la suite. J'ai mentionné les géants de proximité. Fait de se dire, il se trouve qu'il y a des acteurs qui sont déjà assez habiles avec ça et qui vont déjà utiliser le numérique pour accéder à des échelles territorialisées ou personnalisées assez fortes avec l'usage des données pour produire des services au plus près, l'usage de partenariats de fabrication locale. On a cette vieille histoire qui consiste à dire, où il y a quelques années, on disait non, ça n'a rien. Nous-mêmes, on disait ça va être compliqué d'avoir un récit industriel depuis la fabrication numérique, type imprimante 3D, Fab Lab, etc. J'en suis plus si sûr dans certains cas de figure. J'en suis plus si sûr parce que je vois tout un ensemble de projets industriels distribués qui vont savoir utiliser des dispositifs plus locaux. Et puis, quand on a fait l'an dernier avec nos amis de l'ADEME et quelques autres acteurs un travail sur l'usine du futur, on a pu repérer ici et là des cas de figure de production industrielle mobile, d'acteurs qui peuvent s'appeler Michelin, qui peuvent s'appeler Essilor, qui peuvent s'appeler des fabricants de chaussures ou autres, qui ont cette pratique-là, en l'occurrence les opticiens dans des endroits où, comme l'Inde, où il n'y a pas, comme à Paris, plusieurs opticiens par pâté de maison, mais où pour aller faire les lunettes des gens, il vaut mieux avoir le camion qui va être au plus près des gens. C'est des choses que certains très grands acteurs savent déjà faire, sans parler des acteurs fabless, des petits acteurs à taille mondiale qui n'ont pas besoin d'avoir les usines, mais c'est une ruse un peu compliquée quand même. Là. Et puis bien sûr les projets agiles, et puis d'autre part la question de la fragilité, pas du tout de la fragilité, de la fragmentation, c'est-à-dire des spin-offs, de l'intrapreneuriat, de la modularisation et aussi de la modélisation de la connaissance. Une des choses assez intéressantes à voir dans le modèle de la fragmentation, c'est que là où hier on construisait des très grands programmes du côté de la connaissance, on va savoir aujourd'hui, depuis quelques années, avoir des graines, des perles, des grains de connaissances, des modules courts, du micro-learning pour tout un ensemble d'acteurs qui ne vont pas savoir suivre un cours d'1 an, un master en 2 ans, lire un livre de 800 pages, etc., mais avoir les 30 minutes ou les 5 minutes à intervalles réguliers qu'il va falloir articuler entre elles quand même. Voilà, vu des petits, vu des grands. Et puis, je vais conclure et vous proposer, si vous avez des questions de précision sur ces 5 slides, on peut revenir sur chacune d'entre elles, évidemment. J'ai toujours pas la réponse sur Intable, qui est un sujet que je porterai longtemps dans la suite de ma carrière. Mais voilà, quand derrière, au lieu d'écrire simplement ce qui se passe du côté des petits et des grands, on projette
Think Small sur une dimension systémique, on arrive à qualifier, alors tout n'y est pas, mais on arrive à qualifier ces quelques approches. Première chose, on est dans un monde incertain, le numérique contribue à accroître les incertitudes dans la mesure où il a contribué fortement à outiller un plus grand nombre d'acteurs dans chaque système d'acteurs. Donc, potentiellement, le fait de penser moins planifié, plus souple, plus réversible, est quand même beaucoup plus facile à construire avec des projets qui intègrent la souplesse, la réparabilité, la résilience, la modularité, que quand on est en train de construire des porte-avions, quoi, ou des énormes projets. Donc, il y aurait une vertu d'avoir les briques de Lego plutôt que d'avoir d'emblée des choses beaucoup plus lourdes. Ça s'incarne dans des façons de construire les bâtiments aujourd'hui, ça s'incarne dans des façons de construire les projets informatiques aussi. Donc tout ça existe déjà, mais on voit aussi apparaître les gens des transports, de l'urbanisme ou autres, nous racontent de plus en plus du bâtiment ou de la ligne de transport réversible et programmable. Deuxième aspect, c'est le côté de la cité gouvernable. C'est qu'est-ce qui se passe, hein, c'est dans le cadre de Transition au carré, nos amis chercheurs INRIA qui contribuent à cette démarche-là dans une approche recherche informatique et transition écologique nous disent on est en train de faire des monstres sur lesquels nous n'avons pas prise, et donc potentiellement avec des très bonnes intentions, on va actionner des systèmes numériques d'une complexité trop forte pour être gouvernables. Et à un moment donné, ça devient un peu inefficace quand c'est trop gros, et deux, on va avoir du mal à rendre des comptes. D'ailleurs, d'un côté, on nous dit ouvrez les algorithmes, et d'autre côté, la combinaison d'autant d'algorithmes que ça va commencer à être une histoire très très compliquée. Et donc face à la complexité, il y a peut-être besoin de penser un tout petit peu plus modulaire ou fractal sur un plan juridique, financier, technique et cognitif à la fois. Troisième aspect, souvent Think Small à une échelle systémique, c'est que c'est l'individu qui fait la synthèse. Je vais prendre l'exemple de l'administration et du numérique. Il y a quelques années, j'avais fait le compte, ma relation au service que j'appelais administration, je parle il y a 8 ou 10 ans, c'était 40 comptes ouverts auprès de... Alors que ce que j'appelle administration, c'est aussi ma mutuelle, c'est aussi le gaz, c'est aussi tout ça, mais c'était déjà 40. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus. C'est-à-dire que dans mon administration personnelle, je stocke des données à tellement d'endroits, et en fait, c'est moi qui fais la cohérence de tout ça. Et vous aurez vu qu'autour de dispositifs, de ce qu'on fait à la FING avec Mes Infos, avec Cozy Cloud, ce que fait Digipost ou ce que font d'autres dispositifs, c'est des dispositifs entre les mains de la personne qui elle-même va devoir fédérer des centaines de facturiers, des données personnelles extrêmement hétérogènes, etc. Donc à un moment donné, la question qui se pose, c'est celle de l'équipement de l'usager lui permettant d'être l'échelle de simplification. Et donc quand je dis usager, vous savez que c'est très compliqué, puisque est-ce que c'est moi, usager, citoyen, parent d'élèves, etc. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est nous, foyer fiscal, famille, cohabitants, tout est compliqué, mais néanmoins, la question qui est derrière ça, c'est celle que des gens comme Dominique Cardon ou autres voient du côté des filtres informationnels aussi. Le fait de dire... en face de l'infobésité, il faut bien des facteurs de réduction qui rendent les choses prenables. Et donc, il se trouve que c'est la personne qui va le faire, et c'est la personne et ses réseaux qui vont arriver à restructurer la surabondance en quelque chose que nous allons savoir prendre. Et puis, autre aspect qui est un aspect assez évident et central dans une partie de nos travaux, c'est le fait que nous sommes dans un monde dont désormais les ressources sont vraiment connues comme finies.
du côté des matériaux, du côté de la capacité énergétique, etc. Donc, comment est-ce que Think Small, c'est aussi penser frugal, c'est penser des limites, c'est penser des modèles énergétiques locaux, c'est penser mesure et maîtrise à la fois. Autre sujet qui nous a frappé, c'est comment plusieurs de nos contributeurs nous racontent que petit, c'est aussi plus efficace et qu'à un moment donné, le facteur d'entropie lié au grossissement est quelque chose qui devient inefficace. Il y a quelques théories qui disent une ville de plus de 600 000 habitants et une ville qui dépense énormément d'énergie à se faire fonctionner elle-même plutôt qu'à remplir ses fonctions. Je pense qu'il y a pas mal de champs théoriques dans lesquels ça nous est apporté. On ne les a pas encore, pas encore tous, mais à quel moment est-ce qu'on arrive à parler de small data, c'est-à-dire de données que je vais savoir maîtriser à un moment donné plutôt que de toujours plus big data? À quel moment est-ce qu'on va arriver la question des groseilles et de la pastèque, c'est un peu l'idée de dire bah tiens, pour produire une grappe de groseille et une pastèque, il faut un peu la même énergie, sauf que pour faire la pastèque, on fait de l'eau. Bon. Donc ça veut dire que le produit à l'arrivée va être porteur de beaucoup moins d'énergie et de beaucoup plus de flotte, donc pas très intéressant sur ce plan-là. Et puis évidemment les échelles de responsabilité. Et puis tout dernier point, et ça y est, j'ai vraiment fini cette fois, c'est le fait de dire Think Small, c'est aussi quelque chose dans la diffusion des idées, dans la diffusion de nos civilisations, qui existe depuis bien longtemps, mais qui se reconfigure. Vous savez à quel point toute une partie du début des aventures télématiques puis numériques de nos pays, on pensait qu'ils ressemblaient au broadcast. On pensait qu'ils ressemblaient, on disait bah voilà, on fait des réseaux, il va bien falloir mettre des contenus dessus, et puis tout le monde, à la période du plan câble, à la période du Minitel, dans les périodes suivantes, s'est dit bah elle est où la tour Eiffel qui va avoir les grosses machines qui va permettre d'inonder tous ces réseaux très puissants, avant qu'on comprenne que les choses se jouaient très souvent de façon beaucoup plus virale et de façon beaucoup plus décentralisée. Et donc dès qu'on est du côté des idées, dès qu'on est du côté des modèles, on est du côté de choses dont la granularité peut être beaucoup plus petite. Une fois encore, pas forcément gentil, hein, mais le petit livre rouge, il est effectivement petit. Et il se trouve que le youtubeur, il peut être, qu'il soit en train de raconter des choses merveilleuses ou qu'il soit en train de préparer des attentats, il peut être dans sa chambre. Donc à un moment donné, les dynamiques culturelles, même si elles bénéficient de réseaux à taille mondiale et de YouTube à puissance considérable, etc., elles peuvent se jouer voilà, dans une chambre d'adolescent ou dans un espace particulièrement léger. Alors, je vous en dis pas plus, c'est déjà beaucoup trop, mais en synthèse, on va pouvoir y revenir dans la suite de la journée. Est-ce que pour certains d'entre vous, vous avez des demandes de précision? Est-ce que vous avez des protestations? Est-ce que vous avez des contributions complémentaires, des petites cases qu'on pourrait rajouter pour remplacer un table, par exemple? Truc incompréhensible, par exemple. Alors, je vous précise une chose, c'est que les premiers qui interviennent peuvent dire le plus de bêtises. Si vous le souhaitez, vous avez le droit de vous présenter, puisque comme on est en mode contributif. Raphaël Collat, La Poste. Par rapport aux très grands et aux très petits, en modèle organisationnel, moi je constate dans tous les grands groupes que les COMEX, ils sont petits. Dans des grandes organisations en fait. Alors après qu'elles soient décentralisées ou pas, mais le COMEX lui est petit en fait. Voilà. Alors tu as tout à fait raison, je voulais revenir là-dessus parce que on a déjà vu aussi plusieurs organisations qui disent on n'est pas sûr de vouloir avoir un comité de direction permanent. C'était à un moment donné le DGS de l'ex-région Nord-Pas-de-Calais
qui avait dit on a une instance, un comité de direction qui est évolutif, qui est ad hoc. Donc qui est non seulement pas très grand, mais qui en plus, à un moment donné, on n'y siège pas, on peut en bouger, on peut y participer de façon ad hoc à tel ou tel moment, de façon beaucoup plus mobile. Et donc, voilà, sans doute pas fortuit cette histoire. Jacques-François, ma remarque, c'est de dire que dans le très grand, il y a du très petit, quoi. C'est pas deux dimensions qui sont sur une diagonale, enfin une transversale. C'est le très grand a du très petit en lui qui est moteur, en fait. Alors, je ne sais pas s'il y a du très grand dans le petit, là, après, je ne vais pas. L'enjeu, c'est est-ce que dans le petit, il y a la conscience du très grand, et il y a le premier élément, c'est l'individu, c'est-à-dire l'être humain qui a conscience de faire partie d'un plus grand. Enfin, c'est la complexité, c'est bien ces deux dimensions et la fluidité, enfin une possibilité de communication entre ces dimensions. Je vais prendre un exemple pour aller pour rentrer dans ce sujet qui me paraît vraiment un des sujets qu'on veut traiter aujourd'hui, qui est celui d'une grande entreprise de transport, alors que Sylvie connaît peut-être, on ne sait jamais, qui se trouve à transporter des gens au quotidien dans une très grande région française. Et donc, dans cette entreprise, un jour, on a échangé avec le chef du design, qui est un monsieur d'origine japonaise, et qui racontait la chose suivante, qui disait, en fait, les premières années, je me suis dit que cette entreprise avait en gros un peu moins de 40 000 personnes qui y étaient sur le modèle de l'armée. Parce que, tout simplement, organisation très verticale, très structurée. Il faut que les véhicules démarrent à l'heure, et pour ça, il faut vraiment embaucher à l'aube, vraiment l'aube, avant que ça démarre, et donc structurer de façon assez organisation massive. Et au fond, ça doit rester comme ça, d'une certaine façon. Et puis, qu'à côté de ça, organisation matricielle oblige, il y a des équipes projets, il y a tout un ensemble. Allez, il y a, à l'époque où il le racontait, 4 ou 5 000 personnes qui fonctionnent en revanche de façon beaucoup plus modulaire, de façon beaucoup plus projet. Il disait, moi-même, je suis en ce moment sur 200 projets. Parce que pour certains, le design était moteur, pour d'autres, ils se contentaient de travailler sur la couleur des pneus ou de bosser avec tel fournisseur ou sous-traitant qui était lui-même le concepteur et autres. Et il y a en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était plus compliqué et que, y compris dans le mode projet, on était dans un fil directeur qui était lui-même assez normé, assez contraint, et que les espaces de liberté, d'innovation, etc., étaient pas tellement construits par le fait d'habiter dans l'entreprise verticale ou l'entreprise horizontale, mais par la capacité qu'on avait à s'auto-assigner une partie de sa feuille de route. Et donc une partie des gens, soit parce qu'ils en avaient le droit, soit parce qu'ils en trouvaient l'espace, se retrouver, et ceux-là sont beaucoup moins nombreux, se retrouver à avoir des marges de manœuvre, une autonomie, et à mettre à leur propre agenda des choses qui n'étaient pas à l'agenda officiel. Et donc je pense que, à la fois tu as raison, mais à la fois ça raconte le fait qu'il y a des zones d'autonomie temporaire, pour reprendre la terminologie de Hakim Bey et de Taz, il y a des zones d'autonomie temporaire dans les grandes organisations qui font qu'elles respirent. Mais je pense qu'il faut vraiment suivre ce que tu dis, et c'est une grave simplification de dire vu des petits, vu des grands, puisque une partie de ce qui va se jouer vu des grands va se jouer depuis des petites unités dans les grands. Elisabeth. Il y a deux sujets que je trouve présents en filigrane, mais jamais explicités comme tels. C'est un, la question du leadership, et deux, la question des modes et de la performance des interactions, de la coordination, appelons-les comme on veut. Sur le premier point, le leadership, je reviens à l'exemple de cet organisme dont j'ai oublié le nom, mais qui faisait des prothèses pour les handicapés, et qui dit, plutôt que de grossir,
je mets le savoir-faire à disposition et d'autres vont répliquer. C'est là que les ennuis commencent, parce que pour que d'autres répliquent, il faut que quelqu'un se dise « Ok, je vais prendre sur moi de lancer l'activité dans mon territoire, etc. » Et donc, d'une certaine manière, la grande échelle, c'est la manière de suppléer par des processus, des rôles bien définis, à la capacité de certaines personnes de se lever et de dire « moi j'y vais, je prends le risque et j'assume la responsabilité de... » Alors, je ne veux pas avoir ni une vision ultra optimiste ni ultra pessimiste de la société. Ce que je veux dire, c'est que cette capacité de leadership, elle n'est pas forcément donnée, il faut la cultiver, et que la capacité du small à se répliquer, à se mettre en réseau, ça repose vraiment sur l'identification des personnes qui vont avoir le courage de se lever et d'y aller. Et donc, voilà, c'est un ingrédient de la recette que je trouve important. L'autre aspect, c'est la coordination. Alors, que ce soit dans le côté petit qui gagne de la puissance en se fédérant, ou que ce soit dans le côté grand qui, via l'intrapreneuriat et toutes sortes de choses, se met à prendre les attributs du petit, très rapidement, on bute sur les baronnies, les « moi je veux bien le faire, mais je veux pas le faire avec machin », ou alors toi tu as essayé, t'es parti, t'as raté, espère pas qu'on va te récupérer. Dans l'intrapreneuriat, ça arrive toujours. Et donc cette question de qualité des interfaces, quand on est sur des systèmes techniques, alors l'illustration qui me vient en tête, pour ceux d'entre vous qui l'ont vu, c'était la démonstration de l'essaim de drones aux Jeux Olympiques, là en Corée, qui était impressionnant, puisque... Alors, c'est une interaction incroyable, mais technique, quoi. Donc, on n'avait pas le problème de l'orgueil d'un tel, de la volonté de truc, de travailler avec machin. Dès qu'il y a des bons hommes, la coopération, ça devient quand même très, très compliqué. Encore une fois, que ce soit pour descendre et créer des poches d'autonomie dans une grande organisation, ou que ce soit pour remonter et qu'on travaille tous ensemble, main dans la main. Il n'y a qu'à la FING qu'on travaille tous ensemble, main dans la main, en fait. Pas vrai, hein. Merci. Alors, je vous suggère qu'on essaie de se focaliser un peu sur ces deux points mentionnés par Elisabeth, parce qu'ils me paraissent chacun assez costauds quand même. Donc, merci. Sur le tout premier, du côté du leadership, alors d'une part... c'est un peu un appel, hein. Allons-y, focalisons sur ces deux questions. J'ai l'impression que dans les deux cas, on va trouver des ressources du côté de la session de webinaire qu'on a fait autour du vivant. Où on a fait intervenir François Tadei, que beaucoup d'entre vous connaissent, et qui... a beaucoup décloisonné les questions du numérique avec les questions du vivant, puisqu'il vient de ces sujets du vivant. Il nous a pas mal décodé des façons dont les organisations du vivant se articulent constamment, le petit et le grand, et construisent au fond des coalitions, des formes, des dynamiques assez fortes. Et puis on a aussi fait intervenir Gillian Graves, qui est designer, qui travaille autour du biomimétisme, qui est un ancien élève de l'ENSI, où il enseigne aujourd'hui, qui bosse beaucoup sur le biomimétisme et la façon dont on peut concevoir des dispositifs sur les bases des dynamiques du vivant qui vont embarquer des choses. Donc ce sur quoi je suis vraiment tout à fait d'accord, c'est le fait que dans la société telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, souvent on ne sait pas très bien faire, et que on sait pas remplacer une absence de leadership, on ne sait pas faire que des projets vont émerger tout seuls ici et là, et précisément je vais prendre un exemple sur ce sujet du leadership qui est inspiré de logiques qu'on connaît bien dans pas mal de champs, dans les champs de la recherche, dans les champs de l'action publique ou autres, qui sont les logiques d'appel à projet. En plus, on est ici dans un endroit où Stéphane Vincent, délégué général de la 27e région, est un grand critique de l'approche d'appel à projet, puisqu'il considère que ça prend l'écume des gens qui vont trouver un effet d'aubaine plutôt que de construire des politiques structurées. Mais quand même, on en trouve parfois des logiques. Quand on fait des appels à projets, la question est de savoir si on va avoir des répondants. Et est-ce qu'on a créé des conditions pour que des gens osent se mettre en position de réponse? Et dans d'autres organisations du vivant, la question ne se pose pas. C'est-à-dire que quand on
on ouvre un espace, eh ben, il se trouve que les dynamiques biologiques s'en emparent. Dans les organisations humaines, il y a plein de choses qui font qu'on s'en empare pas, et notamment le fait qu'il y a des règles, le fait qu'il y a des normes juridiques, le fait qu'il y a des obstacles économiques, le fait qu'il y a tout un ensemble de choses. Et donc une hypothèse qui est derrière la question du leadership, c'est de dire à quels endroits est-ce que le numérique a baissé les barrières au fait de s'engager dans des formes de dynamique. Il se trouve que tout un ensemble d'indices qu'on a sur les trajectoires amateurs, sur la contribution, sur etc., nous racontent qu'il y a pas mal de barrières qui ont été énormément baissées. Et c'est pas en train de changer non plus la réalité quotidienne des entreprises et des organisations. Donc voilà, je fais un écho un peu ambivalent pour l'instant, mais un peu pour vous renvoyer la balle aux uns et aux autres. C'est-à-dire, effectivement, est-ce que Think Small va buter sur cette question du leadership, sur cette question d'être capable et d'oser être en position d'initiative, d'être capable et d'oser se mettre en position d'autonomie, etc. Rien que sur ce sujet-là. Je ne sais pas si certains d'entre vous veulent renchérir, critiquer, dire qu'Elisabeth n'a rien compris. Si je peux juste redire un mot. Pour moi, c'est là où je vois le plus de difficultés, mais disons ma fenêtre d'observation est limitée, c'est moins sur la capacité à prendre une initiative à un temps T que de la soutenir dans le temps. Parce que si vous faites un appel, alors dans l'enthousiasme du moment, mettons si vous faites un hackathon, alors il n'y a aucun problème, il sera rempli pour 2 jours. Par contre, si vous dites, maintenant il va falloir porter l'idée, la maturer, et ça va prendre du temps, voilà, tout d'un coup, il y a moins de candidats, on va dire. Stéphane Gabet, il y a le thème de l'humain en fait qui est extrêmement présent, mais il est présent quand on regarde un petit peu les blocs dans les petites phrases. On parle de taille humaine, on parle d'individu. Si on prend un certain nombre de pensées récemment, si on prend les pensées de type Frédéric Laloux, qui parle d'entreprise opale et qui va vers des organisations vers lesquelles il y a plus de confiance, vers lesquelles il y a plus d'humains. Et donc on parle d'autogouvernance, donc de petits groupes, hein. Mais on parle d'autogouvernance, on parle de ce type d'organisation. Comment est-ce que... Et le Think Small, en fait, le fait de penser petit, c'est exactement... j'ai l'impression que finalement, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est une des étapes vers ce genre de monde et ce genre de système. Et l'entreprise et l'organisation biomimétique aussi, exactement. C'est une organisation plus vivante et on va dans le même sens. Ouais, alors, vraiment oui, et juste pour moi c'est un point de difficulté sur lequel j'aimerais bien qu'on puisse avoir l'occasion de continuer à travailler, parce que le fait d'arriver à l'échelle de la personne et le fait d'arriver à des organisations à petite taille humaine a quand même une ambivalence. Quand ici je marquais le fait que l'usager est structurant, c'est qu'il le veuille ou non. Au fond, l'échelle individuelle ou l'échelle de la micro-équipe ou l'échelle, etc., elle est agit ou subit. Et à un moment donné, une partie de ce qui est raconté, on a en ce moment ce travail Capacity dont je parlais tout à l'heure, qu'on est en train de conclure, dont la base c'est pouvoir d'agir à l'ère numérique. Et on dit pouvoir d'agir, mais quelque part il y a empowerment, et on connaît très bien les ambivalences de l'empowerment. Une partie de l'empowerment, c'est au fond débrouillez-vous. C'est une façon pour les structures collectives de la société
de se défausser sur la personne. Et donc c'est fait de dire débrouille-toi. Donc dans l'administration, ça donne, on va dire, un certain thatchérisme, où c'est la façon dont l'empowerment est né aux États-Unis à un moment donné, où à la fin des années 60, les républicains ont coupé les politiques sociales. Et donc, débrouillez-vous, apprenez à faire sans les tâches des grands. Dans les entreprises, on sait très bien que la combinaison autonomie-responsabilité est aussi la combinaison clé du burn-out. Et le fait de faire porter à des individus seuls, quelle que soit leur position dans la société, la charge de tout le reste, on sait bien à quel point c'est quelque chose qui peut être à la fois écrasant pour les gens, un peu inopérant. Par exemple, dans les champs de la transition écologique, on voit l'hypothèse que le consommateur soit le seul responsable des déchets et de la consommation énergétique et de l'empreinte carbone et de la mobilité est quelque chose d'assez terrifiant. Donc il y a une part du Think Small qu'on aura, nous, un peu de mal à assumer quand même comme un modèle super sympa. Mais en revanche, c'est un modèle super puissant. C'est-à-dire que cette chose-là existe et est en train de se construire, de se structurer autour d'une individualisation assez radicale. Donc la question de la taille, de la petite taille, on l'a vu dès le lancement de Think Small, où parmi les gens qui étaient là quand on a fait la session de lancement au Tank en tout début de cycle, et on s'était dit, mais petit, c'est quoi pour vous ? Et petit, pour certains, c'était la personne. Pour d'autres, c'était... donc, on avait des acteurs qui disaient, pour moi, c'est le bassin de vie territorial. C'était Claudie Le Breton qui disait, c'est le bassin de vie à échelle territoriale. Donc, c'est quelques milliers de personnes. Pour d'autres, c'est le groupe humain d'une vingtaine de personnes. Donc, pour moi, un des points clés, c'est est-ce qu'il y a encore une part de collectif inscrite dans la petite échelle. Pour rebondir là-dessus, l'humain ou l'autogouvernance, c'est pas spécialement l'individu. Oui. Et c'est un groupe qui prend des décisions, mais c'est un groupe plus petit, qui est responsabilisé, qui prend des décisions. Et puis une autre chose, passer au plus petit, ça ne veut pas dire que tout est plus petit, ça veut dire aussi que les causes et les raisons d'être peuvent quand même être plus grandes et on peut se raccrocher à des causes qui, elles, sont grandes. Donc c'est think small and do big. Sur cette notion de think small, enfin de la taille plutôt, de la taille, hein, pas de penser petit. Penser petit, c'est un peu bizarre. Penser le petit, d'accord. Moi, je suis frappé par la notion de... Tu évoquais tout à l'heure, tu sais, l'idée de Kaplan de dire les territoires, il peut y avoir des territoires denses, importants, mais qui ne sont pas connectés. Et l'important, ce n'est pas la métropole, c'est les connexions. Moi, je crois beaucoup à ça, en fait. Une unité, elle est petite à partir du moment où elle communique peu. Ça peut être un individu qui communique peu. Hein. Voilà. Les exemples qu'on cite de petits qui réussissent, c'est en fait des unités qui communiquent très fort entre elles, même de manière symbolique. Hein, c'est le partage des valeurs, etc. Mais il peut y avoir des grands qui communiquent beaucoup. Je pense que la notion de flux, hein, alors flux, partage, on l'appellera, je le dis mal là, je le dis comme ça me vient. Hein. Je pense que c'est l'échelle des communications qui fait que effectivement on est dans le petit ou pas le petit. Et si une unité communique très fort entre elles et très peu à l'extérieur, je pense que là on est dans le petit. Tu demandais c'est quoi le petit. Ça communique très fort en interne et peu avec l'extérieur, ou le système, ou l'environnement. Là, on est dans le petit. On peut avoir une unité qui est petite et qui communique très fort avec l'extérieur. Je ne suis pas sûr que là, on est dans le petit, par exemple.
Voilà. Alors là, c'est exactement, tu abondes dans le sens que je mentionnais de nos amis géographes de Michel Lusseau et Nadine Catan, où au fond ils disent, plutôt que de penser de rester scotché sur les échelles, pensons non seulement multiscalaire, avec la capacité à zoomer et à dézoomer, mais hyperscalaire. C'est-à-dire, pensons en fait les organisations avec leurs hyperliens, et avec leurs articulations d'échelle permanentes et la souplesse qu'on peut avoir. François Tadei, quant à lui, disait plutôt que think small, think fractal, penser fractale, c'est-à-dire au fond penser des articulations qui peuvent produire d'assez grands effets, mais d'éléments qui vont... Et je reprends ton exemple dans les organisations, dans les entreprises. Nous, notre approche avec Muriel Barnéou, directrice de l'engagement sociétal, c'est de dire effectivement l'empowerment à partir du moment où l'unité de travail est en connexion forte avec toutes les ressources et avec tout l'environnement. Donc elle peut être petite, mais elle a les moyens effectivement de rendre le service et d'assumer sa capacité à faire. D'où effectivement cette importance des connexions autour de l'unité autonome, de l'unité du bureau, etc., etc. Donc c'est ces logiques de connexion, à mon sens, qui définissent petit, pas petit, et, enfin qui définissent, me semble-t-il, hein, et puis après le passage à l'échelle, quoi. Nécessaire ou pas nécessaire, voilà. Je m'appelle donc Éric Ferrard et j'arrive de Corse, donc la collectivité de Corse. Par rapport à l'approche petite, il faut que je vous donne un vécu, puisque le petit, nous le sommes, et souvent nous sommes considérés comme petits de façon très quantitative. C'est-à-dire que toute la métrique aujourd'hui de l'évaluation de l'action publique en région, elle est sur une métrique qui est le nombre. Or, aujourd'hui, il se trouve que la région Corse est la plus petite des régions françaises et que donc dans cette vision de la métrique, eh bien, nous devenons une quantité infini-décimale et finalement, nous n'existons même plus sur les graphiques aujourd'hui de l'INSEE qui veulent représenter les régions, puisque dans ces graphiques, eh bien, même un graphique représenté sous forme d'histogramme, la Corse ne peut plus être représentée, puisqu'il n'arrive pas à représenter le trait. Donc, on arrive à ne plus exister par des éléments de métrique. Et il est vrai que dans les esprits, c'est le quantitatif qui fait le grand et le petit. C'est-à-dire, plus on représente un grand nombre, plus on est censé avoir un pouvoir d'initiative. Or, ce qu'on essaye de faire, et c'est pour cela que je suis mandaté pour venir ici, c'est qu'on essaye de se dire que le fait d'être petit peut être un élément qui capitalise autour d'expérience et d'innovation. Et donc, penser le petit, non pas en quantitatif, mais en énergie. Et cette question de l'énergie que l'on peut apporter, aujourd'hui, il faut, comment dirais-je, essayer de l'exprimer au-delà des contraintes que pose la petite taille. C'est-à-dire que, au-delà des forces motrices qui sont évoquées ici, il y a des éléments de contrainte qu'il faudrait peut-être intégrer dans la dynamique pour effectivement projeter, si vous voulez, la mise en capacité du petit au travers d'un collectif. Et c'est là où l'effet de seuil joue beaucoup. C'est-à-dire que lorsqu'on finalement fait la somme des contraintes par rapport à une initiative donnée, on s'aperçoit souvent que dans le projet, s'il est innovant, si on n'atteint pas une certaine taille critique pour pouvoir surmonter les contraintes du petit, eh bien on se trouve confronté à l'échec du projet. Et là, le collectif joue tout son rôle. Et c'est pour cela qu'il faut démultiplier, à mon avis, au niveau de cette approche du petit, la capacité collective à faire. Et cette volonté
de capitaliser les projets autour d'ambitions collectives. Merci Eric. Je pense que dans l'exemple que tu donnes, il y a un vrai gisement. C'est-à-dire qu'il y a un gisement qui en plus nous permet de convoquer d'autres exemples dont on n'a pas encore tellement parlé. Un des exemples, assez souvent quand même, quand on parle des modes de développement numérique et des modes etc., on nous dit, mais quand même, par rapport à l'Estonie, vous pensez quoi? Et puis on est en train de dire, peut-être pas exactement aligner ce que font la France et des grands pays européens ou d'autres par rapport à l'Estonie, alors qu'on est plus en train de se dire comment est-ce qu'on fait par rapport à des pays plus grands que nous. Et donc une partie des choses sont juste pas duplicables, pas généralisables. On nous dit aussi comment est-ce qu'on peut s'inspirer de choses qui se font en Islande. L'Islande, sur certains aspects, a été très avancée, par exemple sur les partages de données médicales avec les gens, sur tout un ensemble de choses liées à de la coproduction politique, sur des choses liées à des... On connaît ce qu'ils font, la place un peu bizarre qu'ils ont dans le transport aérien mondial, par exemple, etc. Mais en fait, une partie de ça est donc pas très intéressant parce que c'est des petits pays. Et en plus, dans le cas de l'Islande, ça te parlera aussi, c'est une île. Et en fait... Une partie des modèles intéressants qui nous sont parfois racontés sur d'autres sujets sont précisément des modèles insulaires. C'est-à-dire sur le fait de dire comment est-ce qu'on arrive à travailler sur l'autonomie énergétique d'un territoire. Y compris des industriels sont allés travailler avec des îles en disant comment est-ce qu'à l'intérieur d'une île je vais me débrouiller moi-même avec mon énergie, me débrouiller moi-même avec mes déchets, me débrouiller avec etc. Avec des logiques, ça faisait partie des dynamiques qu'on avait mises, vous vous souvenez, dans le tableau des éléments, soit autonomie, soit autarcie, et en différenciant très bien ces deux modèles qui sont quelque part... je vais les trouver. En plein milieu de la ligne 1, s'autosuffire, s'autonomiser, c'est-à-dire au fond un modèle qui suppose qu'une partie du temps on est coupé du reste et qu'il faut qu'on se débrouille soi-même, celui de l'autosuffisance et de l'autarcie, et un modèle d'autonomie qui lui est en revanche extrêmement hyper relié et qui est pas du tout la même histoire. Je pense qu'on a intérêt à continuer de travailler plus loin cette chose-là. Et il y a quelques années à la FING, on l'avait traité, il y a quelques nombreuses années, on l'avait traité en travaillant autour du modèle du premier kilomètre. Le fait de dire, si on vient de l'Internet, on prend au sérieux la forme acentrée, on prend au sérieux le fait que l'usager est toujours local, que la coalition d'usages et d'infrastructures se fait depuis chaque point du réseau et non pas depuis une façon décentralisée. Les critiques qui ont eu lieu par la suite, qui racontaient au fond le cloud des GAFAM comme étant Minitel 2.0, donc une forme de recentralisation un peu archaïque, et à certains égards assez improductive et qui en plus produit une surexposition en matière de données personnelles, etc. Mais plus largement, l'utilité qu'il y aurait à avoir des métriques qui prennent au sérieux ces échelles-là. Donc le point que tu mentionnes, le premier que j'entends, c'est cette histoire de la taille du trait, le fait de ne même plus exister dans des classements, qui est une question effectivement assez préoccupante, qui veut dire qu'on a un problème de lunettes. Et si Think Small peut déjà nous servir à changer de lunettes pour apprécier les choses, c'est à mon avis pas inintéressant. Ça aurait peut-être évité la part improductive de la fusion des régions, des réformes institutionnelles. Est-ce que dans un monde où on sait faire hyperscalaire, on a besoin de fusionner des régions, de fusionner des universités, etc. C'est une question qu'on peut se poser, parce que c'est pas un truc très très old school et qui fonctionne pas très bien. Et puis derrière ça, se demander à quel moment quand même on a un problème. Et tu le mentionnes en disant on peut avoir un problème de taille critique. Est-ce qu'on arrive à différencier la question de l'échelle organisationnelle et la question de taille critique?
Et j'ai l'impression que c'est une question un peu centrale pour Think Small. Hein, quand on en discute avec des économistes, on a parlé avec Laurent Gilles, avec qui on va sans doute avoir une petite séquence autour de ce sujet-là, parce qu'il dit, en tant qu'économiste travaillant sur les réseaux et l'économie numérique, Think Small, ça m'interpelle. Et en discutant avec lui, il dit, mais ça m'interpelle, ça me stimule, c'est-à-dire je me demande à quel moment on arrive à dépasser ce que nous avons appris sur la taille critique en matière économique et les effets de réseau, etc., pour lire les choses autrement. Donc il y a un défi qui est, entre autres choses, économique, qui consiste à dire comment est-ce que, tout en ayant la vertu de la petite échelle, on arrive à surmonter cette question de la taille critique et quels sont les leviers pour le faire. J'ai pas toutes les réponses à ça. Mais vous, oui. Est-ce que vous avez d'autres contributions, d'autres points que vous avez envie de souligner dans cet échange? Bonjour, je m'appelle Yakov Cohen, je suis développeur au studio Good Impact. Et là, je voulais parler d'un exemple d'un collectif de développeurs indépendants qui s'appelle Happy Dev. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais du coup, c'est un peu leur discours de dire... en fait, ils essaient de rassembler des freelances. Et leur discours, c'est essayer d'être plus fort à plusieurs, en fait, d'avoir les avantages des gros et tout en gardant les avantages d'être petit. Donc, en fait, en étant un collectif de développeurs, ils essaient d'approcher leurs clients en disant voilà, si en gros s'il y a un freelance qui en a marre du projet, on vous le remplace par un autre. Voilà, on met en commun des ressources, une comptabilité commune, des choses comme ça, ce qui fait que les gens peuvent se concentrer sur leur métier. Enfin, voilà, il y a cette dynamique double d'être petit dans un réseau qui est plus grand. Voilà. C'est un exemple qui me semblait pertinent. Je rebondis sur deux choses que tu mentionnes. La première, c'est l'émergence de ce type de modèle chez des gens qui sont, on va dire, proches de l'innovation techno. On le voit du côté du développement, l'autonomie qu'on a en tant que développeur, les façons de jouer entre soi. Au fond, il y a des formes organisées de coopération dans le développement logiciel, par exemple, et de complémentarité qui n'existent pas forcément dans d'autres champs. Et donc, c'est peut-être quelque chose d'un peu différenciant par rapport à la question de coordination que posait tout à l'heure Elisabeth Lulin. C'est le fait de se dire, dans l'entreprise classique et dans les organisations publiques, territoriales, sociales, classiques, on n'a pas l'habitude d'articuler l'individu et le collectif. Dans une grande partie du développement, par exemple logiciel, numérique, on a l'habitude. Il y a des travaux assez riches et assez denses sur, notamment notre ami chercheur Nicolas Julien et quelques autres ont travaillé sur l'économie du logiciel libre et sur les communautés du libre. Alors tout n'est pas dans le libre, mais le libre fait partie des espaces dans lesquels ça s'est beaucoup construit. Au fond, des façons dont du leadership peut exister en même temps que de la coopération ouverte, extrêmement distribuée, de façon dont, en tant que micro-équipe, on va pouvoir contribuer à des grands projets, les façons dont ça s'articule. Et là, ça fait peut-être partie des choses. Alors, ce qui est très intéressant dans tous les travaux sur l'économie du libre, il faut peut-être que justement on les repartage dans le cadre de Think Small pour les gens qui sont moins familiers des univers logiciels, c'est qu'une énorme partie des projets du libre sous couvert d'horizontalité, sont décrits comme étant des projets conduits par des dictateurs éclairés. Un des modèles organisationnels est explicitement celui-là. Hein, si on prend une des plateformes de publication les plus connues, qui est SPIP, le trio qui a conçu SPIP au début des années 2000 a par exemple eu cette structuration en dictateur éclairé qui lui a permis à un moment donné de refuser d'avoir des contributeurs qui ne voulaient pas, et d'aller dans des champs dont ils ne voulaient pas la contribution. Par exemple, à un moment donné, ils voulaient refuser l'argent public qui leur était proposé, tout simplement parce que dans leur posture, c'était impossible de l'accepter.
Donc c'est assez intéressant de voir comment les modèles du libre sont des modèles assez préfigurateurs. Puis ça permet de qualifier d'autres endroits. Alors il n'y en a pas beaucoup en France, mais il y en a quand même un petit peu qu'on a pu rencontrer dans le cycle. Hein. C'est notamment les FAI associatifs. À Nantes, on a eu un petit échange avec un fournisseur d'accès Internet qui s'appelle Fait Maison et qui en fait couvre de façon associative en proposant de l'accès Internet indépendamment des grands opérateurs, tout un ensemble de petits acteurs. Il y a une coordination des FAI associatifs et puis l'autre espace dans lequel des choses intéressantes se jouent, c'est les chatons. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut raconter ce que c'est que les chatons? Allez Denis, fais-le. En fait, Framasoft, donc, dans la foulée de son mouvement des Googlisons l'Internet, a donc mis à disposition tout un ensemble de services en ligne sur ses serveurs, mais n'ont pas vocation à devenir un gros serveur de services libres. Et pour cela, ils incitent justement à la dissémination d'expertise et de microstructures en capacité d'accompagner et d'héberger en effet les services et les données d'acteurs dans une relation de proximité. Alors aujourd'hui, c'est un modèle qui est plutôt bénévole, qui appellerait à mon sens une dimension aussi économique pour favoriser la création d'emplois locales. Et en tout cas, c'est un début de fédération d'acteurs avec une charte qui a été construite et qui, dans les mois qui viennent, va donner lieu d'ailleurs à des éléments, des contenus en ligne de formation. Il y a un projet de MOOC d'ailleurs qui est en élaboration pour justement partager cette expertise de la gestion et de l'hébergement de services en ligne dans des petites unités disséminées sur le territoire. Donc des logiques d'hébergement distribué. Je vous ai remis la planche sur ThinkSmall et le numérique, notamment parce que ça ne fonctionne qu'à cause de l'interopérabilité. On peut faire des choses à petite échelle distribuées à partir du moment où on a une adoption de normes et de standards communs qui permet d'agir à petite échelle et avec un impact souhaité. Je pense qu'aujourd'hui on peut entériner le fait que les actions de Framasoft ne sont pas anecdotiques. C'est-à-dire qu'elles font levier, elles sont en train de faire l'objet d'une adoption assez forte dans des communautés elles-mêmes assez costauds. Ce qu'on peut souligner d'ailleurs, qui est quand même très performant, c'est en 3 ans, puis c'était le programme qui a été tenu, c'est développer tout un ensemble de services en ligne alternatifs à l'ensemble des Google applications et que ça a été tenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une trentaine de services en ligne, que ce soit pour délibérer, pour coproduire, pour diffuser en vidéo. C'est le dernier service alternatif à YouTube qui vient de sortir ce mois-ci, enfin ces derniers mois. Et tout ça, une petite équipe de moins de 10 personnes qui s'est toutefois adossée sur des applicatifs libres existants, mais en travaillant justement une couche interface qui est performante. Alors, Marthe-Claire et ensuite Apolline. Et ensuite Renaud. Voilà. Et Marthe-Claire Portrand. Moi, il me semble qu'il y a une dimension qui est importante, c'est la communication, la qualité de la communication. Parce qu'en fait, on échange beaucoup, mais souvent, il y a une incompréhension, il y a une capacité, il manque une capacité à bien se faire comprendre. Il y a surtout avec des métiers très différents, des experts qui viennent d'horizons complètement différents. Et moi, je constate dans tous les endroits où je passe, que ce soit professionnel ou associatif, que c'est vraiment un gros problème. On communique beaucoup, mais on communique mal. L'être humain a vraiment des difficultés. C'est peut-être là qu'il a progressé le moins, finalement. Il a progressé scientifiquement et techniquement, mais pour communiquer avec les autres, en fait, il est encore très limité. Et il me semble qu'il y a un enjeu extrêmement fort.
Donc ça recoupe la question coordination que tout à l'heure posait Elisabeth, et en fait le fait de se dire autant dans des interopérabilités techniques on y arrive, autant dans des interactions humaines c'est parfois un tout petit peu plus complexe à caler, y compris du côté des incompréhensions. Une des choses que je mentionnais tout à l'heure, ne serait-ce que dans nos propres travaux sur les technicités et les complexités respectives des différents champs, ou l'insistance qu'on peut avoir sur l'infobésité ou ce genre de choses. Alors, c'était à toi, Pauline. Tu peux venir de ce côté-là si tu as envie. Tu es tout au fond. Tu es tout au fond. Là. En fait, donc je suis arrivée en cours de route et quelque chose que j'ai pas vu, en tout cas dans les slides, et moi j'avais juste consulté un petit peu le cahier, c'est aussi une question d'identité, une question d'attachement à des formes de communauté. Parce que effectivement on voit bien, alors pour faire un détour par les sciences politiques, entre l'idée de la fédération et de la confédération, c'est-à-dire d'appartenir à des petites unités qui s'unissent finalement volontairement en gardant une identité singulière, versus une fédération qui du coup se fond dans une identité collective. Et les modèles comme HappyDev ou d'autres modèles dans les coopérations d'activité et d'emploi, etc., qui se reconnaissent finalement un projet commun qui garantit, ou en tout cas qui protège leur identité singulière, notamment au travers du métier. Et on voit, moi j'ai beaucoup de gens autour de moi qui réfléchissent à des façons de réinventer, si on veut, de la solidarité affinitaire par le biais de mutuelles ou d'espèces de pseudo-corporations de métiers, en disant on va faire une corporation de graphistes, comme ça on sera tous protégés, etc. Et il y a quand même autour de ça cette idée d'appartenir, ou en tout cas de se redessiner des identités structurantes à des échelles plus petites que ne serait-ce que la nation, ou en tout cas la grande entreprise, etc. Et donc cette scalabilité, ou en tout cas cette norme et cette interopérabilité, elle se joue aussi au niveau de choses qui ne sont pas forcément techniques, mais aussi culturelles, identitaires, de pouvoir passer ou pas dans des grandes échelles, etc., quoi. Alors j'ai envie de prolonger deux choses que tu as racontées, et après je t'inviterai volontiers à nous dire même brièvement, je t'ai promis que ça ne serait pas une intervention, ce que c'est que le design des organisations, parce que ça a quand même un petit lien avec ce qu'on fait. Tu travailles là-dessus. Première chose du côté, puisque tu as commencé par le champ politique, on le mentionne en un demi-mot quelque part dans le cahier d'enjeux, le fond de désaffiliation. Il y a des choses qui ont été travaillées par Robert Castel ou dans le champ politique par Jacques Illon, etc. Le fait que une partie de ce qu'on raconte sur Think Small, c'est aussi la déconstruction des formes collectives massives que nous avons connues. Donc, d'un côté, on raconte un numérique qui s'est massifié, et de l'autre côté, on raconte une société qui s'est plutôt démassifiée. Et donc, il y a quand même besoin de se le redire, parce que dans les choses sur lesquelles le numérique a joué un rôle d'amplificateur, il y a par exemple le militantisme à la carte, il y a par exemple les adhésions et les formes successives qu'on peut avoir de réaffiliation politique ou sociale dans différents champs, et le fait que ça va s'incarner dans des formes qui peuvent être de très grande taille, mais temporaires. Le cas emblématique, c'est la pétition. On peut avoir des actions assez considérables sous forme de pétition, où on va se rassembler autour d'un objet commun, plus qu'autour d'une organisation commune. Et donc j'ai l'impression qu'une part de ça qui va se jouer est liée à cette déconstruction des très grandes formes collectives que nous avons connues dans la société. Une autre forme, c'est ce qu'on va trouver dans des projets qui vont se construire depuis le financement participatif, le crowdfunding, ou depuis des formes de microfinancement, des façons de créer d'abord les affluents avant de créer le très grand système. Donc on va voir un bout de ça dans l'innovation, un bout de ça dans les civic tech, un bout de ça dans d'autres endroits. Deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, c'est ton point sur les métiers.
une partie de ce que va nous raconter la réduction modulaire, c'est la réduction aux compétences. Donc la question des compétences, je ne suis pas un spécialiste de la chose, il y en a sûrement des meilleurs, mais je suis censé être attaché à un laboratoire de sciences de l'éducation, donc j'y ai un peu travaillé par moment. Et en fait, une partie de ce qu'on raconte dans la compétence a été quelque chose d'émancipateur par rapport aux corporations, par rapport au fait de devoir habiter dans un métier, de faire ce qu'on se fait dans un métier, etc. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on vit le mouvement inverse, notamment parmi les travaux de recherche, ceux de Catherine Loisy sur cette question-là sont très instructifs, façon dont en fait la compétence est quelque chose qui va saucissonner la personne. Et qui va l'amener à dire, bah voilà, ta compétence pour l'employabilité dans telle petite case, on va la décrire de cette façon-là. Et le retour au métier, c'est-à-dire le retour des formes collectives dans lesquelles on va pouvoir se retrouver un attachement identitaire, faire réseau avec des gens avec qui on se comprend, retrouver des espaces de langage communs, c'est un mouvement qui est vraiment très important et qui est d'autant plus important dans un monde du travail où ça n'est plus l'employeur qui me structure. Donc potentiellement, c'est mon appartenance au métier, ou alors je suis réduit à moi-même. Donc je pense que c'est ton point sur l'identité, effectivement, je pense qu'on l'a pour l'instant pas formulé comme ça, mais il est assez fort et voilà, je pense qu'on pourra y revenir et le détailler. Alors, est-ce que c'est maintenant que tu nous dis ce que c'est que le design d'organisation? Et après, j'avais noté Renaud. Voilà. Moi, je suis chercheuse en sciences à l'ENSI et cofondatrice d'une agence qui s'appelle ON, qui travaille spécifiquement sur la question du design de l'organisation. En fait, on a travaillé avec un collègue qui est donc designer, comme je l'ai dit. Et moi, j'ai travaillé d'abord une thèse entre la gestion, la sociologie et le design. Je suis docteur en sciences de gestion. Et nous, on fait l'hypothèse que, et on aimerait faire émerger un nouveau champ, un nouvel objet de design, qui est celui des organisations, en se disant les designers pourraient utiliser leurs outils non pas pour seulement dessiner les offres, les produits et les services, mais dessiner les structures et les formes mêmes des organisations. Et pour ça, on fait l'hypothèse que, et on travaille sur 3 endroits où le design pourrait intervenir. Un premier endroit qui est celui du saisissement par la forme, de trouver des modèles de représentation en 2 dimensions ou en 3 dimensions même, des différentes formes, des différentes dynamiques des organisations en termes de modèles de gouvernance, en termes de partage de profits, en termes d'organisation du travail. Et puis, deuxième endroit, une fois qu'on a fait ça, pouvoir, avec cette grammaire visuelle, imaginer d'accompagner des collectifs qui sont en train de réfléchir sur la forme de leur organisation, soit parce qu'ils sont en train de la créer, soit parce qu'elle est en croissance, la fameuse croissance dont on parle, ou soit parce qu'il y a des dysfonctionnements ou des envies de remodelage de cette organisation. Et puis troisième niveau, une fois que, parce qu'on regarde l'entreprise comme effectivement un objet d'action ou de création collective, quoi. Et une fois qu'on a fait ces choix-là à travers de la modélisation, eh bien, il va falloir que ces choix se concrétisent dans le quotidien, dans les espaces, dans les façons de travailler, dans les espaces numériques s'il y a besoin, etc., etc. Et donc, c'est à partir de cette question qu'on regarde ça. Et sur cette question donc, de l'identité et des façons de fonctionner, on fait beaucoup d'hypothèses et on fait beaucoup travailler les gens sur la question du manifeste. Qu'est-ce qu'on a à foutre ensemble à ce moment-là donné ? Et à partir de là, comment est-ce qu'on structure la façon dont on veut travailler? Enfin, c'est pour ça que ma question sur l'identité venait à cet endroit-là, quoi. Merci beaucoup. On aura l'occasion de prolonger ça ensemble hein, dans le cadre de Think Small. On va voir si on arrive à programmer une petite séance de séminaire sur cette question du design des organisations et des formes des organisations elles-mêmes dans le prolongement de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais je pense que la contribution que vous aurez aujourd'hui va nous aider beaucoup à le travailler. Ça marche.